Bonjour et bienvenue dans Un Geekna consacré aujourd'hui aux comics et BD de la rentrée. Et oui, la rentrée, c'est déjà il y a quelques temps, mais on avait beaucoup à lire quand même avec Sylvain. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la table, on empile, on ne sait plus trop où les mettre. Mais on s'est dit qu'on allait quand même vous partager nos impressions sur toutes ces BD et tous ces comics qui sont sortis il y a quelques semaines. Donc salut Sylvain déjà. Salut. Et je propose qu'on on embraye et qu'on commence par Urban Comics, qui avait quand même pas mal de choses intéressantes à lire à la rentrée. Oui, c'est ça. Alors bon, j'ai un peu triché quand même parce que j'en ai rajouté de certains qui sont sortis cet été, mais parce que c'est des vrais coups de cœur, donc rassurez-vous, c'est quel tricheur. Et ben du coup, on va commencer avec Zenith, qui est en fait une vieille série des années 80, qui justement ressort en fait en intégrale chez Urban Comics. Alors il y a le premier tome, le premier volume, le second arrivera a priori si tout va bien en début d'année prochaine. Donc voilà, hein, c'est Grant Morrison, c'est plutôt chouette. Voilà, enfin c'est connu quoi dans le milieu. C'est ça. Donc du coup, c'est un peu un hommage à toutes ces vieilles BD qui sortaient dans les années 50-60 avec déjà tout en noir et blanc, donc le noir et blanc est vraiment magnifique. Donc voilà, l'histoire est plutôt cool. C'est un anti-super-héros au début en tout cas. Voilà, il préfère. On est à une époque en fait où justement les super-héros sont un peu devenus mainstream et lui il préfère juste s'amuser et draguer des gonzesses plutôt que sauver le monde. C'est ça, exactement. On le voit dans le costume du super-héros. Je suppose que c'est lui Zenith. C'est ça, exactement. Ouais. Donc du coup, c'est un orphelin. Ses parents ont disparu dans les années 60 et du coup, là, en fait, il va se retrouver à devoir sauver le monde un peu contre son gré parce qu'il aime pas trop ça. Lui, il préférerait chanter et faire des tubes un peu commerciaux. Et du coup, voilà, commence l'histoire un peu de Zenith. Et c'est vraiment une très très bonne BD. Le noir et blanc est sublime et l'histoire est très très cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez Urban Comics que tu as je parlais de tricherie, donc il y a Copperhead qui est sorti en fait mi-août. En fait, j'ai voulu en parler parce que c'est le premier tome d'une toute nouvelle série qui est vraiment très très bien en termes d'histoire. Ceux qui ont pu voir la série Firefly, je pense que largement ils arriveront à aimer cette série. Le dessin est vraiment superbe. Bon, rien que la couverture, mais c'est vrai que le dessin à l'intérieur, les couleurs, l'histoire aussi, on a vraiment cette sensation que ces créateurs ont voulu instaurer un univers dès le premier tome. On n'a pas l'impression d'être un peu lésé à la fin du premier tome. C'est pas juste une introduction. Il y a une vraie enquête dedans. Donc c'est une enquête policière en fait, avec le shérif de la ville, la toute nouvelle shérif de la ville qui forcément va avoir que des problèmes dès qu'elle arrive. Voilà, donc du coup ils ont vraiment réussi à retranscrire un univers un tout nouvel univers, et lui aussi ressemble beaucoup à Firefly justement, donc c'est vraiment cool. Un peu de super-héros peut-être. Voilà, alors pas vraiment. En fait, The Escapist, c'est pas vraiment une série de science-fiction. Ça n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec IGN à la base, je vous l'accorde. Mais en fait, c'est l'histoire de la création d'une bande dessinée, enfin d'un comics américain par un jeune qui récupère la licence de The Escapist justement, qui est une vieille, dans l'histoire de cette BD, qui est une vieille BD des années 40. Il récupère pour une bouchée de pain en fait les droits de The Escapist, et qui va du coup en faire une toute nouvelle série. Donc en fait il va trouver une dessinatrice, quelqu'un qui va faire le lettrage, etc. Et alors évidemment ça va avoir beaucoup de succès, un peu de manière surprise et de manière surprenante, et et à côté il y a une grosse multinationale qui va essayer de récupérer les droits, donc il va y avoir toute une histoire un peu rocambolesque. Alors c'est pas la meilleure BD de Brian Kevogan qui a pu faire, mais le dessin est plutôt cool. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'histoire qui est l'histoire de The Escapist, qui nous est contée de temps en temps, et en fait il y a un changement visuel complet par rapport à ce côté très cartoonesque comme on peut le voir là. Et du coup de temps en temps on va avoir, alors je sais plus à quelle page, peut-être juste là, on peut le voir ici, voilà, on peut voir que le style est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre, et du coup ça casse le rythme, mais de la bonne manière, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. C'est le même dessinateur qui a fait les deux parties, le cartoon et le... voilà, en fait The Escapist, donc Brian Kevogan a signé le scénario, et en fait pour The Escapist il y a plusieurs dessinateurs, un qui s'occupe de la partie cartoon et l'autre plus adulte pour parler du super-héros.
Est-ce que tu as d'autres BD aussi stylisées que celle-là, avec autant de changements de style? Toujours créé par Brian Vaughan, on a Paper's Girl, qui est en fait sa nouvelle série qui a été lancée en fin d'année dernière aux États-Unis et qui arrive seulement chez nous en France parce que bon, on le verra après, il y a le nouveau tome de Saga. Donc là, c'est par contre beaucoup plus science-fiction parce que justement on suit 4 filles qui sont pas vraiment potes à la base mais qui vont le devenir par la force des choses, qui livrent des journaux et en fait elles vont trouver dans une maison abandonnée une machine alien qui va leur faire un peu remonter le temps. Enfin c'est assez étrange et c'est le soir d'Halloween forcément. Hein. C'est Paperboy qui sort un peu des sentiers battus. Voilà ça, exactement, largement et du coup il y a un style assez rétro quand même, d'ailleurs un petit peu dans le style de Zenith et c'est vraiment cool. Le premier tome est vraiment très bien, il y a des vrais rebondissements, le dessin donne vraiment envie de continuer à lire, il y a des super belles pleines pages. Alors je les ai pas notées, je vous l'accorde, et parfois tu parlais de changement de style, d'un coup en fait on va devoir changer le style de lecture, enfin le sens de lecture, justement parce que ça a un lien avec le récit et il y a des vraies prises de risque dans cette nouvelle série. En tout cas, ça a l'air pas mal, celle-ci. Elle a l'air. Je te la garde. Je te la garde. Il y a quoi d'autre? Donc tu parlais de Saga justement. Voilà, justement. Alors je transgresse un peu aussi la règle parce que non, là en fait on va parler que des nouveautés forcément, mais celle-ci je pouvais pas passer à côté parce que bon, pour tous les amateurs de comics, je pense que tout le monde connaît Saga. Voilà, si vous lisez un tant soit peu de comics, Saga c'est probablement l'une des meilleures séries de ces franchement 5 dernières années. Ça reprend beaucoup en fait un peu la mythologie de Star Wars dans le sens où on sent que voilà, là on en est au 6e tome et clairement le duo qui est donc Brian Vaughan et Fiona Staples, attention spoiler, et qui justement essaye en fait de créer un véritable univers et depuis 6 tomes ils ont largement réussi. Alors c'est beaucoup plus trash que Star Wars, attention, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a beaucoup de zoophilie etc, ce genre de choses, c'est très trash, mais à côté le style ultra réaliste est magnifique, les couleurs sont sublimes, il y a des pleines pages là aussi qui sont à tomber par terre, voilà, ce genre de choses. C'est toujours compté par la petite fille qu'on suit tout au long du récit, voilà, enfin c'est ce 6e tome continue en fait dans sa lancée, ça prouve que c'est une très grande série, encore une fois, grâce au 6e tome. Et c'est pour ça que je voulais en parler, justement. On va passer par un héros bien connu, justement édité chez Urban, c'est ce cher Batman. Batman, exactement. Donc là, c'est encore une réédition. Voilà, celle-ci, elle date. Pas mal. Hein. C'est ça, ouais, parce que du coup, Urban a récupéré en fait les droits de DC Comics, donc ils sont petit à petit en train de rééditer les anciennes gloires de Panini Comics et d'Image à l'époque. Et justement, ce Batman, le culte, a été fait en fait après le revival, on va dire, de Batman en version très sombre qu'on avait pu voir dans je ne me souviens plus de l'auteur à ce moment-là, là où justement on a toute cette partie, le Chevalier Noir, où en fait Batman devient beaucoup plus méchant que précédemment. Parce que en fait, à partir des années 80, petite anecdote, voilà, c'est que en fait la plupart des auteurs de comics se sont un peu libérés du comic code, et justement de la censure qu'il y avait pour donner à Batman vraiment l'éclat qu'il devait avoir, c'est-à-dire un super héros mais très très sombre. Et avec Batman le culte, on est vraiment dans le côté très très sombre, parce que là il va tuer beaucoup de gens à cause en fait d'un culte qui va lui perturber l'esprit en fait. C'est un peu l'élément de discorde. Est-ce que Batman tue? Est-ce qu'il tue pas? On ne sait pas trop. C'est ça, et tout l'intérêt est là, c'est qu'on voit un nouveau visage de Batman. Et c'est vrai qu'à l'époque où il était sorti, il a été quand même pas mal boudé par rapport au roman de Snyder au comics de Snyder, et c'est vraiment dommage parce que c'est un super one shot. Il y a le dessin peut être un peu brouillon par moment, mais je trouve que ça renforce le côté ultra sombre et ultra gore de cette BD. Tu parlais d'un Batman meurtrier, justement dans celle que tu as là, donc Batman Vampire, ça c'est ma sélection. C'est ça, parce que du coup moi je l'ai pas lu, mais tu as insisté pour qu'il y soit. Parce que j'ai vraiment, voilà, ça aussi c'est une réédition, voilà, qui est pareil, qui a été acquis par Urban Comics, et donc en fait ça raconte l'histoire de ce Batman vampire, tout est dans le titre, qui en fait va rencontrer Dracula, et durant ce combat va lui-même être amené à se transformer
voilà, en une vraie chauve-souris assoiffée de sang. Mais justement, va y avoir ce conflit qui entre voilà, sa conscience et son être vampire en lui, qui ne veut qu'une chose, c'est tuer Alfred dès qu'il le voit et lui sucer son sang jusqu'à la moelle. Et par contre, c'est d'une violence graphique. Il y a un côté rétro aussi quand même. Super rétro. Vous avez pu le voir quand j'ai feuilleté les pages, mais c'est vrai que... Moi, je trouve que le côté rétro est vraiment super bien maîtrisé, le dessin, rien que quand il y a le Joker est super inquiétant, on sent vraiment qu'il a à la fois on sent vraiment ce côté vil chez lui tout en sentant la détresse de Batman, et en même temps on sent qu'on peut plus lui faire confiance, on sent qu'il est et franchement c'est magique du début à la fin, je l'ai vraiment saigné, on va dire. C'est beau, c'est beau. Petit jeu de mots. Et voilà, je le conseille parce que c'est une autre vision, forcément ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'on sort du carcan habituel de Batman, mais ça à voir. Et bien justement, donc, en parlant du carcan habituel de Batman, là aussi, petite transgression. En fait, je voulais parler justement de la collection d'Urban Comics, pour rester chez eux, qui s'appelle Urban Premium. Comme on peut le voir, il me semble qu'il y a 10 tomes. Et en gros, ça fait une petite fresque. En fait, ça permet aux néophytes d'avoir déjà un joli objet de collection. Et surtout, en fait, de pouvoir lire les œuvres qui ont vraiment marqué les différentes séries, que ce soit Batman, bon là voilà, c'est en deux volumes, hein, tout le monde le connaît, c'est Batman Silence, voilà, c'est un des récits cultes de la saga Batman, mais il y a aussi Superman, il y a aussi il peut y avoir des Flash aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, du coup, ça permet d'un peu de partir d'une base hyper intéressante et ensuite voilà de partir sur des BD plus clivantes comme le culte ou justement comme Batman Vampire. C'est une bonne base et en plus vous avez une belle fresque. Alors après, au niveau juste du packaging, c'est pas la qualité des autres BD d'Urban Comics, mais franchement ça coûte 10 €. C'est encore disponible largement genre sur Amazon ou même en kiosque. Donc ça peut être une bonne base je pense et ça peut être un joli cadeau de Noël. On a enfin fait le tour, il me semble, pour Urban. Je propose qu'on passe de mon côté. J'ai aussi une oui, petite pile sympa. Une grosse pile aussi. Ouais. Tiens, j'ai un comics de Glénat donc, qui s'appelle The Wicked and the Divine, je suppose, ou The Divine. Quel accent anglais. Je sais. C'est vraiment... c'est toi qui l'as lu encore une fois. C'est ça. Alors, je vais l'avouer, je ne l'ai pas terminé. Comme vous pouvez voir, il y a le petit marque-page ici. Mais en fait, de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est franchement... C'est génial, l'univers est énorme. En gros ça raconte que à notre époque il y a des divinités, enfin il y a des gens qui sont choisis pour devenir des divinités et qui décident, oui s'il te plaît ne me gâche pas mon marque-page, et qui décident, enfin on décide à leur place qu'ils deviennent des divinités et qui en fait prennent l'apparence vraiment troublante des stars d'aujourd'hui. Donc d'ailleurs, je sais pas si on le voit vraiment, mais en tout cas il y a une star qui nous rappelle beaucoup Taylor Swift et Rihanna. C'est assez incroyable, la ressemblance c'est assez incroyable et l'histoire est vraiment super intéressante. C'est très violent, voilà, c'est un comics pour adultes. Mais à côté, on a des magnifiques pleines pages. Enfin, franchement, c'est un des plus beaux comics que j'ai pu lire pour l'instant en cette fin d'année. C'est Christine and the Queen là, je crois. C'est ça exactement aussi. Voilà, il y a ce côté, elles sont là que pour 2 ans en fait ces divinités. Après elles meurent et du coup elles sont censées donner un message en fait au peuple autour d'eux. Et vraiment c'est un très très beau comics. Les personnages sont ultra réalistes. Enfin voilà, rien que la couverture de toute façon vous avez pu le voir et puis les pages que nous fait Vincent sont, voilà, c'est magnifique, les couleurs. Vraiment c'est un beau packaging. Mais la couverture est très belle en tout cas. Ça c'est clair. Ouais. Y avait d'autres choses chez Glénat ou pas du tout? Il me semble pas. Je crois que je pense qu'on va rester français. Ah, oui, chez Ankama. Ils avaient pas mal de belles choses aussi à la rentrée. D'ailleurs, j'en ai lu quelques-unes en même temps que toi, dont Black Fury. On s'excuse, peut-être que vous voyez pas trop, mais avec le reflet, avec le fond vert. Mais ouais, alors de quoi ça parle ce Black Fury? Oula, c'est un peu compliqué à résumer. En gros, c'est un super soldat qui est utilisé par une confrérie un peu secrète et qui va du coup décider d'œuvrer pour le bien, on va dire, d'une corporation qui régit l'univers. Et du coup on va suivre un peu dans ce premier tome en tout cas on va suivre un peu ses premiers doutes vis-à-vis de la confrérie et de la corporation, et en fait on va se rendre compte que au-delà en fait de ce récit qui est finalement somme toute banal va être complètement
embourbé dans un gigantesque complot qui pourrait en fait traverser la galaxie, une décennie d'horreur et de catastrophes. Et c'est vrai que, moi en tout cas, ce qui m'a vraiment plu dans cette BD là, c'est l'aspect visuel, l'univers visuel en fait très sépia en fait, avec voilà, la couleur dorée est très mise en avant. Franchement, c'est magnifique. Là aussi, voilà, c'est une belle BD, toujours dans un packaging très propre pour Ankama édition. Et voilà, si vous faut apprécier l'univers visuel. Moi personnellement, j'ai pas été très emballé. Oui, je crois que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, aussi bien dans les proportions des personnages, quoi, avec des petites jambes et des gros torses et des grosses têtes. Après, l'histoire en elle-même, j'attends aussi la suite pour savoir tout ça, parce qu'on sait pas encore trop. Ouais. C'est un peu énigmatique, mais l'ambiance, j'adore. Je trouve que ça me fait un peu penser à tout ce qui est le cinquième élément ou les vieux films de genre Flash Gordon. Voilà, le côté futuriste, rétro-futuriste, qui est plutôt bien retranscrit dans celle-là. Oui, tu voulais dire. Oui, voilà, juste pour parler un petit peu d'Ankama, c'est que effectivement, vous allez nous dire, mais vous n'avez pas parlé de votre BD préférée, qui est ne mettez pas surtout de Shangri-La, voilà. Ah, Shangri-La, oui. On peut jamais compter sur les collègues. Bablet, excuse-moi. Voilà, donc Shangri-La a une émission, vous le verrez dans l'article, il a une émission dédiée avec justement Mathieu Bablet qui nous a fait le plaisir de venir dans l'émission. Et là aussi, évidemment, qu'on la conseille vivement. C'est vraiment, le packaging est magnifique, la BD est géniale, le récit, tout. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à aller voir justement les réponses de Mathieu Bablet et puis à l'acheter pour Noël ou directement en librairie. Pour la petite confession, il est chez moi, voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Ankama ? Il y a Doggy Bags, le nouveau numéro de Doggy Bags. C'est ça. C'est l'avant-dernier. Justement, voilà, je voulais en parler, pas parce que, effectivement, celui-ci vient de sortir, mais c'est parce que, effectivement, c'est l'avant-dernier et que le prochain qui sort, a priori, je crois que c'est milieu du mois prochain, c'est l'ultime, Doggy Bags. Ça y est, le label 619 raccroche avec Run et compagnie. Et là, celui-ci, c'est un spécial Japon et c'est toujours aussi terrifiant, aussi fou. Voilà, là, je suis tombé sur la pire page, je pense. Voilà, et encore, même peut-être pas. Non, je crois qu'il y a encore. Si vous voyez, mais il y a encore plus. C'est pas très ragoûtant. C'est ça. Et en fait, ça revient sur des affaires un peu, même très très glauques japonaises, notamment sur les premières pages où ça suit un fait divers assez sanglant où une gamine s'en est pris à un de ses camarades de manière assez gore et en fait il y a toujours dans un style visuel assez éclectique et vraiment franchement il y a ne serait-ce que pour célébrer un peu leur boulot au fil de toutes ces années, et je vous conseille de prendre ce Doggy Bags et puis l'ultime forcément parce qu'il va devenir collector. On va passer chez Delcourt maintenant. Ouais, pour une seule petite BD. Qu'est-ce que c'est que ça ? PRD. Ah, c'est pas les origines de Hellboy ? C'est ça. Alors, plus ou moins, le truc, c'est qu'on voit quand même un petit peu Hellboy. D'ailleurs, on le voit sur la couverture. Je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, on le voit sur la couverture. On le voit sur le premier récit. En gros, c'est deux récits. Il y a un premier qui, effectivement, s'intéresse un tout petit peu à la jeunesse d'Hellboy, et le second qui est complètement différent, qui parle d'histoire de vampires. En fait, tout l'intérêt de ce recueil, qui est d'ailleurs le premier tome est déjà disponible depuis la fin de l'année dernière, c'est on nous retrace les histoires principales du BPRD qui régit un peu les phénomènes paranormaux qui se déroulent sur notre planète. Et celui-ci, franchement, les deux histoires qui y sont super intéressantes, sont vraiment très belles. Il y a un côté très cartoon qui fonctionne bien dans cet univers de gore. Et vraiment, moi, je me suis bien amusé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier volume pour comprendre le deuxième volume. Il suffit juste de savoir à peu près qui est Hellboy, voilà. Mais globalement, franchement, moi, j'ai pas eu de soucis. Et en fait, vu que chaque récit est un peu indépendant de l'autre, c'est pas trop grave. Le seul truc qu'il faut faire, c'est éviter de lire Vampire avant le premier récit de ce volume. Ça tombe bien parce que il est en dernier. Quoi d'autre ? Oui, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas fait encore de Marvel. Hein. On n'en a pas reçu, en fait, vraiment de tout ce qui est l'univers des Avengers, les Iron Man et autres Wolverine, mais on a quand même des choses de chez Marvel. Et en fait, c'est lié, je sais pas, forcément à Star Wars. Star Wars, est-ce qu'on commence par celui-ci ? Oui. Donc Vador abattu. Donc Vador abattu, en fait, c'est une mini-série qui a été publiée dans le cadre de la
la parution tous les 2-3 mois des comics Star Wars et Star Wars Dark Vador, qui du coup voilà sont dispo normalement en kiosque, et de temps en temps effectivement Panini fait un intégral, on va dire, soit des mini-séries, soit du récit en cours sous forme de volume, et donc là c'est une mini-série, ça peut se lire sans avoir lu les parutions en kiosque, donc vous inquiétez pas, si vous êtes fan de l'univers Star Wars, vous allez forcément vous y retrouver, et en fait je l'ai sélectionné parce que le récit en lui-même est vraiment très cool. Il y a, ça se passe, alors pour info, ça se passe entre l'épisode 3 l'épisode 4 et 5, pardon. Et justement, c'est la première rencontre de Dark Vador et de Luke Skywalker, qui se retrouvent en fait sur une planète parce que leurs 2 vaisseaux se sont écrasés. Et à partir de là, il y a tous les personnages des 2 sagas disponibles en kiosque, donc Star Wars et Dark Vador, qui se retrouvent dans le même panier, et ça donne une gigantesque histoire avec des super grosses batailles, des explosions à tout va. Tout ce qu'on attend de l'univers Star Wars est dans cette mini-série. Et je pense que tous les fans de la saga vont vraiment apprécier, surtout que le style ultra réaliste du dessinateur, c'est un dessinateur brésilien, je me souviens plus comment il s'appelle, Salvador Larroca, pardon, est vraiment, vraiment plaisant dans l'univers Star Wars. Une grande BD, elle est vraiment énorme. Ouais. Alors c'est la version du coup juste comme ça, on a enlevé le poster. En gros en fait Panini s'est décidé à l'approche de la sortie de Rogue One, forcément c'est toujours très basé là-dessus, de ressortir les vieux comics des années 80 qui retracent la première trilogie. Donc du coup là on a l'Empire contre-attaque, mais le mois dernier il y a eu aussi un nouveau... Non, le retour du Jedi. Je me souviens plus des épisodes. Ils ont sorti d'abord le retour du Jedi. Non, alors c'est un nouvel espoir. Voilà, je me souviens plus. D'accord. Voilà, on est en roue libre. Donc voilà, et d'ailleurs est sorti il y a pas très longtemps, ou alors ça va sortir en pas très longtemps, qui est l'ultime du coup, un nouvel espoir. Et en fait, du coup, ils ont revu toute la pagination pour que en fait les rebondissements soient vraiment surprenants et pas t'as la réponse juste à la case d'après. Je suis tourne la page. Voilà. Enfin c'est assez c'est beaucoup mieux géré. Ils ont refait toutes les couleurs aussi. La traduction a été refaite. Donc ça permet en fait de complètement réimaginer cette œuvre, et du coup de profiter un peu de ces dessins qui datent des années 80. Donc il faut apprécier le style. C'est pas un style ultra réaliste comme peut l'être Vador abattu, mais franchement le boulot est vraiment splendide, et qui plus est, du coup c'est livré avec un magnifique poster qu'on n'a pas là parce qu'on voulait pas le plier, et mais voilà, déjà rien que la couverture moi je la trouve plutôt jolie. Vincent n'est pas trop de mon avis, mais en tout cas voilà, c'est plutôt pas mal, et le poster c'est un bel objet de collection. Revenons à une BD un peu plus minimale, mais qui reste quand même de qualité. J'ai pu la lire aussi avec toi. C'est Assassin's Creed Conspiration. Donc c'est la nouvelle, c'est quoi? C'est le premier volet d'une nouvelle série éditée chez la nouvelle maison d'édition d'Ubisoft, c'est ça? Alors c'est pas la nouvelle maison d'édition, du coup c'est une vieille maison d'édition, enfin vieille, je crois que ça a genre relancé. Voilà, en gros c'est les 2 royaumes qui s'occupent en France d'éditer les œuvres liées aux licences Ubisoft, et du coup celui-ci c'est la première BD franco-belge me semble-t-il autour d'une licence Ubisoft. C'est français d'ailleurs, avec voilà le style franco-belge. En gros ça permet en fait de voir l'univers d'Assassin's Creed à une époque que finalement on n'a jamais véritablement eu, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Alors on en a eu un petit peu dans Unity avec dans les mondes c'est pas le monde parallèle, c'était genre les failles. Voilà, les failles temporelles, où d'un coup on se retrouvait, du coup, pour l'avoir fini il n'y a pas très longtemps, on se retrouvait sur la Tour Eiffel, en pleine Allemagne, en plein Paris nazi. Celui-ci se passe à Londres. Et en fait on suit un mec qui n'est pas un Dockers, qui n'est pas vraiment assassin à la base, mais qui le devient après la mort de sa famille. Ça intervient rapidement, donc ce n'est pas un spoiler, je vous rassure. Et du coup on va suivre un peu tout son apprentissage, parce que justement il y a cette course à l'armement nucléaire qui est lancée entre les nazis et les alliés, et forcément il va falloir faire en sorte que les nazis ils aient pas l'arme nucléaire en fait, sinon ça va changer l'histoire et ça le fait pas du tout. Et voilà, du coup tout l'intérêt est là-dedans, et évidemment on a quand même des rappels à Abstergo, à tout ça, aux Templiers. Tout l'univers est vachement bien retranscrit, c'est super bien dessiné, comme vous avez pu le voir. Il y a une critique d'ailleurs sur IGN France, donc
vraiment, enfin, si vous n'êtes pas fan d'Assassin's Creed, oui, ça reste accessible. Forcément, il y a quand même des grosses références. Il y a quand même des grosses références, donc bon, voilà, c'est sûr qu'un fan va beaucoup mieux s'y retrouver. Mais ils ont réussi quand même à suffisamment se détacher pour pas que ce soit trop compliqué à comprendre. Toujours chez Les Deux Royaumes, une autre adaptation en BD d'une licence d'Ubisoft, c'est Watch Dogs. Alors, tu l'as pas eu dessus, mais tu as pu en lire quand même quelques pages. C'est ça, j'ai pu en lire pas mal, donc je n'ai que ça, je suis désolé. Là, il y a quand même des petites planches. Alors... c'est l'adaptation de la licence, pour autant ça n'a rien à voir avec Watch Dogs 2 ni avec Watch Dogs 1. D'ailleurs les travaux sur cette BD ont commencé avant Watch Dogs 2, avant le développement de Watch Dogs 2. Il y a quelques petites références a priori au premier épisode, mais c'est très léger. Ça se passe au Brésil, alors que les JO vont commencer bientôt, et on suit en fait une femme qui, on va dire une jeune adulte, qui va se retrouver assassin parce qu'elle se rend compte que le Brésil, comme chacun sait, je pense, est un pays où la corruption est grande, et elle se rend compte qu'en fait les gens qui tirent les ficelles, c'est des Templiers en fait, et du coup on va suivre un peu Templiers cette oui, comme dans Assassin's Creed, quoi. Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte des bêtises. Comprenais pas. Pardon, donc non. En gros, non, je me suis trompé, pas des Templiers. Donc justement, ce sont des ennemis de DeadSec. Oui, c'est ça. Assassin's Creed qui m'a. Et du coup, tout l'intérêt va être de voir comment en BD ils vont réussir à retranscrire l'univers de Watch Dogs avec tout le piratage et compagnie. Et en fait, moi, ce que j'ai plutôt apprécié dans les pages que j'ai pu lire, c'est le fait est que c'est pas simplement une BD avec des écrans qu'on lit. Voilà, ça aurait pu être le risque, mais c'est pas le cas. Alors là, évidemment, on en voit un, ça n'est pas très représentatif ces pages-là, mais derrière, en fait, il y a une vraie volonté d'affirmer l'héroïne. Après, je crois que c'est prévu en 2 tomes, comme Assassin's Creed Conspiration, et le fait est que ce soit une héroïne dans Watch Dogs, c'est suffisamment rare pour être souligné, surtout dans un jeu Ubisoft. Et du coup, ça permet un peu d'avoir des réactions un peu différentes de la part du personnage. Et le style visuel est aussi très cartoonesque, et moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est très cartoonesque. Je sais pas si vous pouvez pas trop le voir devant, mais c'est vrai que ce personnage n'a pas Dieu. Oui, c'est ça. Juste 2 points noirs. Et alors après, on n'a pas le même problème qu'Assassin's Creed. Watch Dogs, c'est seulement 2 épisodes. Et du coup, si vous avez jamais joué à Watch Dogs, c'est pas trop grave en fait, parce que vous pouvez très bien vous mettre à DeadSec, qui est le groupe de pirates de Watch Dogs, via la BD, sans pour autant faire les jeux. La mythologie de Watch Dogs n'est pas non plus encore très développée. Exactement. Peut-être qu'elle le sera plus dans Watch Dogs 2. D'ailleurs, vous pouvez retrouver nos impressions de Watch Dogs 2 avec Sylvain. C'est ça. Mais voilà, là on est surtout sur la BD, on vous en a montré vraiment pas mal, aussi bien dans Urban Comics que chez Glénat, que chez Delcourt ou que chez Les Deux Royaumes, et j'en oublie encore. Mais tout ça, donc tout ce qu'on vous a montré, il y a aussi pour la plupart des critiques écrites sur IGN France. Donc n'hésitez pas à soit nous laisser un avis sous cette vidéo, soit sur les critiques de chaque BD. Voilà, dire ce que vous en avez pensé ou si vous comptez l'acheter. Nous on vous dit à très vite pour d'autres avis de BD, peut-être pour les BD de l'été ou même de Noël, on sait pas, on verra. Une petite sélection. Allez, on se dit à très vite sur IGN France. On est aussi sur Twitter et sur Facebook et même sur Snapchat, IGN France tout attaché. Ciao. Ciao.